Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Dr Salim Lorteni ainsi que tout le comité d'organisation pour cette belle initiative et d'avoir organisé le premier télécongrès médical en Tunisie. Et là, je suis continué à parler du cœur et Covid après la présentation majestueuse de professeur Fawzi Added. Alors, comment on va prendre en charge ces malades cardiovasculaires à l'ère de Covid-19? En effet, ces morbimortalités cardiovasculaires représentent une grande partie dans les différentes études des patients infectés, aussi bien des études italiennes, chinoises, américaines ou françaises. Et là, si on regarde cette étude italienne de la région de Lombardie, là où l'infection s'est déclenchée, on trouve que dans 21% des cas, ces patients-là ont une comorbidité cardiovasculaire. Ce sont aussi des patients âgés. Et si on voit la corrélation entre l'âge et la mortalité chez ces patients-là, cette étude qui compare la mortalité chez donc un groupe d'Italiens et l'autre une série chinoise, on trouve que pratiquement c'est à partir de l'âge de 60 ans qu'on a une augmentation de la mortalité et elle est encore plus importante à partir de l'âge de 80 ans, qui peut arriver même à 50%. Et là, donc ces données-là, ils sont concordants juste à partir de l'âge de 80 ans, où on a une mortalité plus importante chez les Italiens qui peut être expliquée par la prévalence plus importante des facteurs de risque chez ces patients-là. Effectivement, donc, les patients qui ont une comorbidité cardiovasculaire, ils sont à haut risque d'atteindre cette maladie, mais aussi est-ce qu'ils sont à haut risque de faire des formes graves. Et en se basant aussi sur cette étude chinoise qui a essayé de chercher les facteurs prédisposant à faire des formes graves, qui a comporté 113 patients, trouve que les femmes sont protégées, les patients hypertendus, les diabétiques, les patients qui ont une maladie cardiovasculaire et les patients qui ont des insuffisances cardiaques, effectivement, ils sont à plus haut risque de mortalité. Donc là, ça se confirme dans les différentes études, dans les différentes séries. Donc le diabète, les antécédents cérébro-cardiovasculaires, l'obésité, le surpoids et l'obésité, dans les études, on trouve que chez les patients hospitalisés en réanimation, donc 80%, il s'agit de patients obèses. Donc, reste pour l'hypertension artérielle, on voit bien que dans les formes Covid simples, les présentes avec une prévalence très importante, mais aussi ce pourcentage augmente dans les formes graves. Mais est-ce que l'hypertension artérielle, il est considéré comme un facteur de risque d'aggravation de cette pathologie, c'est-à-dire c'est une cause de forme grave? Je pense, si on regarde ces patients-là, ce sont des patients âgés, ce sont des patients diabétiques et ce sont des patients qui ont une pathologie cardiovasculaire, donc l'hypertension artérielle est très fréquente chez ces patients-là. Donc je pense que l'hypertension artérielle, maintenant, il faut la considérer plutôt comme un marqueur de risque de faire ces formes graves. C'est un marqueur d'un terrain vasculaire, c'est un marqueur d'un terrain métabolique, c'est un marqueur de terrain âgé, plutôt que c'est un facteur de forme grave. Là, je pense que vous partagez mon avis, c'est qu'on a eu, au tout début de la pandémie, des personnels médicaux, paramédicaux et même d'autres domaines qui nous consultent pour avoir des attestations qui sont suivies pour une hypertension artérielle. Et ils ont demandé même des exemptions pour ne pas travailler parce qu'ils ont lu que l'hypertension artérielle, c'est un facteur de gravité. Là, par contre, pour moi, c'est plutôt, il faut les rassurer, plutôt c'est un marqueur et non un facteur. Donc, la deuxième question à laquelle je vais essayer de répondre, pourquoi ces sujets-là qui ont ces comorbidités cardiovasculaires, ils sont exposés plus à faire ces complications cardiovasculaires? La réponse est simple, en se basant sur les explications physiopathologiques. L'un des mécanismes physiopathologiques, c'est cette liaison du virus au récepteur de l'enzyme de conversion 2. Je rappelle que cette enzyme de conversion 2 est présente au niveau des poumons, mais aussi au niveau du cœur, au niveau du rein, au niveau du tube digestif. Et donc, ce virus-là, donc à travers ces récepteurs de l'enzyme de conversion 2, il va entrer au niveau des cellules, entre autres au niveau du cœur, au niveau du myocarde, parce qu'il a aussi un tropisme cardiovasculaire. Un autre aussi mécanisme incriminé, c'est
la stimulation de l'inflammation systémique, et c'est ce qu'on appelle l'orage cytokinique ou la tempête cytokinique, qui a été décrite et qui explique donc ce qui a été décrit dans les papiers comme le papier chinois, le fait que cette infection Covid-19, c'est une vascularite, c'est une inflammation de l'endothélium et donc va entraîner une vascularite. Et cette inflammation aussi va être derrière un état procoagulant très important, ce qui favorise la thrombose aussi bien au niveau des artères et au niveau des veines. Donc, tous ces mécanismes physiopathologiques expliquent le retentissement cardiovasculaire et la variété des pathologies cardiovasculaires et des complications cardiovasculaires qu'on peut rencontrer chez ces patients Covid+, tels que les arythmies, la myocardite, la péricardite, l'embolie pulmonaire, les syndromes coronariens, les insuffisances cardiaques et aussi la mort subite. Donc là, je vais m'attarder un tout petit peu sur l'atteinte myocardite, ce qu'on appelle aussi la souffrance myocardique ou le damage organ. Cette souffrance myocardique peut être directe par le biais de passage de ce virus dans le myocarde, mais aussi par cette inflammation, ces cytokines aussi. Il peut y avoir aussi un mécanisme indirect pour derrière donc la genèse des syndromes coronariens aigus, comme l'a dit tout à l'heure Dr. Aded, avec cet état inflammatoire très important, il va y avoir la rupture de plaques et la formation de l'infarctus du myocarde de type 1, comme aussi on peut avoir des syndromes coronariens de type 2 qui sont dus à l'hypoxie et à ce déséquilibre entre apport et besoin en oxygène. Et là, je vais donc m'attarder sur cette étude chinoise qui vient de Wuhan. Ils ont dosé systématiquement la troponine chez ces patients Covid-19 ou plus. Et là, dans 19%, à peu près 20%, ces patients avaient une élévation de la troponine. Ils ont retrouvé aussi que la mortalité augmente avec ce taux de troponine. Et généralement, ces patients qui ont une troponine élevée sont des patients assez graves qui ont aussi une atteinte rénale, une perturbation métabolique et un problème de coagulopathie avec un taux de mortalité qui arrive à 50%. Ici, en études multivariées, on voit que l'atteinte cardiaque, ce cardiac injury, ressort comme un facteur prédictif de mortalité. Alors, si on résume, ces atteintes cardiovasculaires dans le Covid, c'est le sus-décalage du syndrome coronarien, le sus-décalage du segment ST. Généralement, c'est un syndrome coronarien ST+, mais on va voir qu'il peut cacher une myocardite. Ça peut être un état de choc cardiogénique, mais selon les études, c'est plus rare. Ça peut être l'insuffisance cardiaque avec ses décompensations et aussi les complications thromboemboliques. Là, ce CG-là, le CG qui montre ce syndrome, ce sus-décalage du segment ST, donc on peut conclure rapidement devant le tableau clinique à un syndrome coronarien ST+, mais là, attention aussi, ça peut cacher une myocardite chez ces patients-là. Mais dans tous les cas, ce sont des patients qu'il faut explorer pour éliminer l'atteinte coronaire. Sinon, ça sera le diagnostic de myocardite. Et pour la prise en charge de ces syndromes coronariens ST+, je me base sur, on a essayé, la Société tunisienne de cardiologie, chirurgie cardiovasculaire, en collaboration avec l'INIA Santé et les autres sociétés savantes, de l'élaborer ce guide pratique de prise en charge de ces patients-là. Et pour nos patients cardiaques qui font les syndromes coronariens ST+, pour nous, on privilège surtout la thrombolyse pour ces patients-là qui ont des syndromes coronariens ST+, parce que honnêtement, il faut dédier une salle de caté Covid+ pour ces patients et une salle de caté Covid- pour les autres. Mais là, c'est pas facile de le gérer dans tous les centres, dans toutes les régions. Et deux, parfois, c'est raisonnable aussi de faire la thrombolyse parce que, comme je l'ai dit dans la partie physiopathologie, ce sont des patients qui ont une charge thrombotique très importante. Et le fait de, par exemple, faire de l'angioplastie ou dilater ces patients-là, ça les expose aussi au risque de thrombose intrastante. Il faut bien sûr préparer une belle organisation pour la salle de cathétérisme. Une salle de cathétérisme, idéalement, travailler avec une ventilation à pression négative. Il faut bien sûr se protéger s'il s'agit d'un patient Covid+, ou s'il y a une suspicion de Covid+, avec le masque FFP2, avec la combinaison, avec le visière. Donc, il faut vraiment prendre toutes les précautions nécessaires pour le personnel médical
et paramédicale. Il faut bien sûr désinfecter la salle avant et après l'exploration de ces patients-là. Donc, ça, c'est pour les syndromes coronariens ST+. Pour les syndromes coronariens ST-, actuellement, ce qui est recommandé, c'est de privilégier le traitement médical parce qu'il faut essayer d'explorer de moins en moins ces patients-là pour ne pas diminuer le risque de contamination et on réserve l'exploration et le traitement invasif, c'est-à-dire l'angioplastie coronaire, pour les patients instables, à haut risque, c'est-à-dire s'ils font de l'état de choc ou ils présentent une douleur persistante ou ils font des troubles de rythme ventriculaire, bien sûr tout en perdant le traitement anti-agrégant plaquettaire, anticoagulant et les statines. Et je vais après m'attarder un peu sur le traitement pour les interactions médicamenteuses. Effectivement, je rejoins ce que présenté tout à l'heure le professeur Adel. On la constate dans notre pratique courante, effectivement, qu'il y a vraiment une pratiquement réduction énorme de patients qui nous consultent pour des syndromes coronariens aigus, alors on s'attendait à un nombre très important. Et là, on parlait même de covidite. C'est peut-être les patients tellement ils ont peur de consulter, d'être contaminés, qu'ils ne consultent plus. La deuxième aussi complication cardiovasculaire sur laquelle j'aimerais bien m'y attarder, c'est surtout les complications thromboemboliques et surtout l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, si par exemple on a eu la chance d'avoir avec nous dans un webinaire, professeur Gilles Montalescu de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, dans leur série, ils ont à peu près 30% d'embolie pulmonaire, même asymptomatique. Et là, peut-être, on pourra après le discuter. Tout à l'heure, j'ai écouté Dr Hantous de l'hôpital Lariana. Ils font uniquement de scanner, ils n'injectent pas systématiquement leurs patients. Là, par exemple, à La Pitié, ils sont en train de faire du scanner lorsqu'il y a une suspicion de Covid, mais aussi ils sont en train d'injecter systématiquement ces patients-là à la recherche d'embolie pulmonaire. Et comme je l'ai dit, ils ont trouvé 30% de patients qui ont une embolie pulmonaire, même asymptomatique, et ça peut arriver même à 40% dans certaines séries. Donc là, c'est une complication qui devient de plus en plus claire chez ces patients-là. Et là, il y a une question qui se pose. Faut-il aussi les choses, comme je l'ai dit, sont plus claires et peut-être ça explique ces embolies pulmonaires, en partie les cas de mort subite décrits même après la sortie des patients et explique aussi le taux de mortalité très important dans les autres pays. Et c'est pour cela, si là, on regarde la Société française de cardiologie avec la Société française d'anesthésie et réanimation et le groupe français d'hématologie et de thrombose, ils ont proposé donc des recommandations pour l'anticoagulation préventive de leurs patients Covid de plus. Et là, si vous regardez, ils sont pour l'anticoagulation pour tous les patients, même si les patients Covid plus qui sont à faible risque et qui sont pas hospitalisés, qui sont chez eux. Et c'est la dose qui change, c'est-à-dire une simple dose préventive d'HPPM jusqu'à même une dose. C'est-à-dire, on donne un traitement dans un but préventif, mais avec la double dose du préventif, voire même les doses curatives. Donc, et je pense surtout, par exemple, pour les patients obèses et les patients qui ont des facteurs de risque de thrombose. Le problème ne se discute pas pour les patients hospitalisés, les patients qui sont graves, mais là, et là, Dr Smith, il est avec nous, j'ai de la chance qu'il modère cette session. On était ensemble il y a quelques jours en réunion avec les autres sociétés savantes et avec Linia Santé pour instaurer ce traitement chez nos patients. Et vraiment, ce n'était pas facile de trancher, surtout pour les patients Covid de plus, qui sont à faible risque et qui sont chez eux. Et est-ce que vraiment ça nécessite de leur instaurer un traitement à base de traitement anticoagulant préventif. Mais bon, on va finaliser ce document-là. Mais pour le moment, on a opté pour prescrire l'anticoagulation pour les patients qui ont des facteurs de risque de thromboembolique et pour bien sûr les patients hospitalisés et qui ont aussi les patients qui ont les formes graves. Par exemple, aussi en France, là, par exemple, il précise que les HBPM, c'est l'héparinotherapie. Mais par exemple, en France, on a, comme je l'ai dit, on a eu la chance d'avoir avec notre professeur Gilles Montalescu. Ils sont à la sortie, ils mettent le patient sous les nouveaux anticoagulants oraux, les AOD, comme le rivaroxaban et tout,
à la sortie de ces patients-là et ils préconisent une durée de traitement allant jusqu'à 1 mois parce qu'ils ont constaté qu'il y a des patients, même à la sortie, ils peuvent faire ces complications-là. Donc, après avoir vu toutes ces complications cardiovasculaires, la question qui se pose, quels sont les biomarqueurs possibles donc, à demander chez ces patients-là? Donc oui, pour la troponine, oui, pour le BNP, NT-proBNP, bien que les études n'ont pas démontré qu'il s'élève de façon très importante, c'est un marqueur d'insuffisance cardiaque. Et ce qui est préconisé aussi dès la première consultation, de demander un bilan d'hémostase et surtout d'ajouter le dédimère et le fibrinogène, parce qu'on a constaté chez des patients, ils ont vraiment un taux très élevé de dédimère et un taux très élevé de fibrinogène. Et pour eux, à partir d'un certain seuil de dédimère et fibrinogène, il faut instaurer une dose même curative d'anticoagulation, dédimère 1500 et certains 3000 pour le fibrinogène 6 grammes. Donc, et ça, c'est concernant les biomarqueurs, mais qu'en est-il pour l'échocardiographie cardiaque? Là, je vous rappelle que lorsqu'on fait l'échocardiographie en cardiologie, on est très, très proche du patient. Hein. Là, il est juste à nos côtés, à notre droite. Et là, donc, la Société tunisienne de cardiologie, de chirurgie cardiovasculaire, avec son groupe de travail d'imagerie cardiovasculaire, a proposé donc des recommandations de la réalisation d'échocardiographie. Le message, il est clair, il convient de limiter les indications à l'essentiel et de différer au maximum tout examen jugé non urgent. Et si on est amené à faire une échographie urgente, il faut vraiment une très bonne protection complète pour l'opérateur, pour le personnel paramédical, la masse chirurgicale aussi pour les patients. Il faut vraiment limiter au maximum le temps de l'examen. L'essentiel qu'on répond à les questions, est-ce qu'il y a une péricardite, est-ce qu'il y a une myocardite, la fonction VG ventriculaire gauche, ça doit être rapide, il ne faut pas traîner, il faut après désinfecter la machine et les centres. Et là, puisque je travaille à Sfax, service de cardiologie de l'hôpital Hedi Chekr, on a le centre Covid aussi, l'hôpital Hedi Chekr, on est amené à faire des échocardiographies et l'équipe donc, a eu l'occasion d'être en contact avec ces patients-là. On était appelés pour des suspicions de myocardite, on a été appelés aussi récemment pour un état de pré-tamponnade. Et donc là, le message, c'est surtout de rationaliser l'indication de l'échocardiographie, mais aussi avec une très bonne protection. Donc, ces complications cardiovasculaires sont diverses, certainement. Tout à l'heure, j'ai entendu notre amie interniste, elle a dit que ce coronavirus, c'est un virus à double facette, mais je dis que c'est un virus qui a multiples facettes parce que c'est une maladie de système, elle touche plusieurs organes dans le cœur. Donc, les complications cardiovasculaires, parfois qui peuvent être graves, et elles peuvent arriver même avant, pendant et même après la guérison. Donc, il faut les dépister précocement, les traiter à temps. J'arrive à cette question très brûlante qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité beaucoup de discussions, créé une controverse dans le monde de la médecine. Faut-il arrêter les IEC et les ARA2? On est aussi été appelés par nos patients parce qu'ils sont en train de suivre ce nombre fou d'articles qui ne cessent de paraître. On est en train de voir vraiment un nombre très important de publications. Est-ce que faut-il arrêter les IEC et les ARA2? Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre cette interaction entre le système rénine-angiotensine et ce coronavirus. Je reprends cette image-là qui a été publiée dans un article récent. Et là, je vous demande de regarder les auteurs de cet article-là. Ce sont des références en insuffisance cardiaque et le système rénine-angiotensine 2, McMurray, Salomon. Et là, il précise, si on regarde bien le mécanisme physiopathologique, le virus, il se fixe sur les récepteurs, c'est l'enzyme de conversion 2. Donc, ce n'est pas l'enzyme de conversion classique que nous connaissons, nous, les cardiologues, les néphrologues, les internistes, c'est notre enzyme de conversion. Cette enzyme, l'enzyme de conversion qu'on connaît, c'est l'enzyme de conversion 1 qui transforme l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et l'angiotensine 2, il a une action vasoconstrictrice et il a une action très importante sur laquelle j'aimerais bien insister, il a une action pro-inflammatoire. Et donc, par contre, l'enzyme de conversion 2, elle transforme l'angiotensine 1 en angiotensine 1,7 qui a une action tout à fait différente de l'angiotensine 2, opposée, c'est une action qui est plutôt vasodilatatrice et anti-inflammatoire. Donc là, sur le plan physiopathologique, donc il y a un équilibre qui se crée avec cette enzyme de conversion 2 et le système rénine-angiotensine. Mais en cas de
atteinte coronavirus, il y a certes une surexpression de cette enzyme de conversion 2, mais aussi à force le patient être infecté, il va y avoir la consommation de ce récepteur, de cette enzyme de conversion 2, de façon réactionnelle, il va y avoir une hyperactivation du système rénin-angiotensine 2, du système rénin-angiotensine, une augmentation de l'angiotensine 2, et donc, au contraire, le fait de prescrire un bloqueur du système rénin-angiotensine, s'opposant à cette angiotensine 2 qui a une action pro-inflammatoire, ça va inhiber cette cascade de tempête cytokinique et cette réaction inflammatoire très importante. Donc, au contraire, le fait de prescrire l'IEC, le ZARA2, et surtout les ZARA2, le bloqueur de l'angiotensine 2, ça pourrait être bénéfique. Et les choses y sont claires. Toute la communauté cardiologique internationale et toutes les sociétés savantes sont d'accord maintenant. La Société française d'hypertension, la Société française de cardiologie, l'European Society of Hypertension, même nous, la Société tunisienne de cardiologie chirurgicale et vasculaire, on a publié un communiqué, pas d'arrêt d'IEC d'ARA2 chez nos patients insuffisants cardiaques, hypertendus, coronariens du post-IDR, parce que ça ne fait que les déstabiliser, les décompenser. Au contraire, maintenant, il y a des études en cours avec les ARA2, les bloqueurs système angiotensine, le losartan, le valsartan, qui sont en cours et sont en train, en dehors d'hypertension, d'être testés, d'être prescrites par rapport à un placebo pour voir leur effet, leur efficacité dans la réduction de risque de développer les formes graves chez les patients qui sont Covid+. Donc là, on va attendre les résultats de ces études. Je vais terminer rapidement par le traitement. Bon, le traitement, je sais que c'est l'apanage de nos amis infectiologues, pneumologues. Et là, je reprends l'image qui a été présentée tout à l'heure pour notre ami infectiologue. Là, je vais m'attarder sur l'hydroxychloroquine et surtout parce que l'hydroxychloroquine, on lui reproche un tout petit peu le risque de ses effets secondaires, la prescription, et là, ce qui nous concerne, l'effet secondaire cardiaque, effectivement, l'hydroxychloroquine, parmi les molécules qui peuvent donner, comme vous le voyez dans ce tableau-là, une torsade de pointe. Elle va par l'allongement de l'espace QT. Et qui dit torsade de pointe dit bien sûr le risque de mort subite. Et donc là, il y a même l'American College of Cardiology qui a proposé ce score-là en tenant compte de plusieurs paramètres, l'espace QT essentiellement, la calémie, là j'attire l'attention, il faut faire attention de l'âge, plusieurs paramètres, et selon ce score-là, on va prendre la décision de prescrire ou pas l'hydroxychloroquine et la décision ou pas de surveiller ces patients-là. Et là, regardez ce tableau-là très important parce qu'il vous résume les molécules qui certainement allongent l'espace QT, qui peuvent induire le risque torsade de pointe. Là, par exemple, comme l'amiodarone, c'est un antiarythmique en prescrit en cardiologie. Il y a aussi le sotalol, aussi c'est un antiarythmique en prescrit. Et il y a certains antibiotiques. À un degré moins, il y a aussi les antiviraux. Il y a même l'azithromycine qu'on associe avec l'hydroxychloroquine maintenant dans le traitement des patients infectés. Et aussi, il y a certains antipsychotiques donc, et des antidépresseurs. Donc, en cas d'association, nos patients, malheureusement, ce sont des patients polymédiqués, ce sont des patients qui cumulent beaucoup de comorbidités cardiovasculaires, mais autres pulmonaires et psychologiques. Donc là, il faut faire attention en associant ces molécules-là. Et comme je l'ai dit, il faut faire attention surtout pour l'hypocalémie, parce qu'elle va favoriser l'allongement de QT, ce risque de torsade de pointe. Et là, même dans certaines séries, on a trouvé que ces patients-là, Covid+, ils ont même de l'hypocalémie en dehors de toute perte digestive. Et c'est expliqué en partie par la tubulopathie. Je l'ai dit tout à l'heure, les enzymes de conservation se trouvent au niveau du rein. Attention des molécules de l'association des médicaments qui allongent le QT. Et bien sûr, les choses y sont claires dans le protocole qui a été présenté tout à l'heure, qu'avant d'instaurer l'hydroxychloroquine, il faut faire un ECG et il faut faire bien sûr un ECG 48 heures après et dans les contrôles ultérieurs. Donc là, vous voyez que pour les cardiologues, il y a un grand boulot qui nous attend pour la surveillance de ces patients et l'interprétation de ces électrocardiogrammes. Concernant aussi les médicaments, l'hydroxychloroquine, l'hydroxychloroquine aussi, parmi ses effets secondaires, il peut donner des blocs auriculoventriculaires, des BAV et aussi de la bradycardie. Donc là, en prescrivant un bêta-bloquant, il faut faire attention, si le patient fait une bradycardie, on diminue les doses de bêta-bloquants.
On est amené aussi à prescrire des antiviraux, des antiviraux qui interagissent avec le cytochrome P450. Et là, on a certaines molécules qu'on prescrit en cardiologie qui interagissent avec ce cytochrome-là. Et là, je cite, bon, en Tunisie, tout ce qui est anticoagulants oraux directs ne sont pas encore prescrits et disponibles pour les traitements curatifs. Ils sont actuellement réservés à la prévention pour chirurgie de la hanche. Donc, ils sont pas vraiment, nos patients ne sont pas vraiment sous un nombre de patients n'est pas important qui prennent ces molécules-là. Mais il y a surtout donc le clopidogrel pour nous, les cardiologues, les patients, les coronariens qui ont été dilatés. Là, il faut faire attention, si on prescrit un antiviral, d'augmenter les doses parce que ça peut diminuer l'efficacité de ces molécules-là. Et pour les statines, il faut faire attention. Ce qui est conseillé, c'est de réduire la dose des statines parce que ça peut augmenter leur effet avec ces interactions médicamenteuses. Donc là, si on résume, pour le traitement en cardiologie, l'aspirine, dose antiagrégante plaquettaire, je précise bien, pour les coronariens, il faut les garder, il ne faut surtout pas les arrêter. Est-ce qu'il faut donner en préventif chez les patients? La réponse est non pour le moment, on ne peut pas dire oui. Les inhibiteurs de récepteurs PDGREB12, si c'est le clopidogrel, idéalement doubler la dose. Si c'est le ticagrelor, oui, c'est la bonne molécule. Et ce qui est conseillé actuellement, si le patient il est déjà sous dithérapies antiagrégantes plaquettaires, il a été stenté idéalement de prolonger le traitement. Ce n'est pas le bon moment de l'arrêter pour prévenir le risque de thrombose intrastante, les statines, oui, les diurétiques, les colchicines. Mais il faut faire attention, surtout pour l'association, l'amiodarone, sotalol avec l'hydroxychloroquine. Et il faut faire attention aussi pour les anticoagulants. Les anticoagulants, là, un petit mot pour les antivitamines K, les patients qui sont Covid plus antivitamine K, là, il y a un risque de grand problème d'interaction médicamenteuse, de l'habilité de l'INR. Donc, ce qui est recommandé, une fois les patients ils sont hospitalisés, de passer l'anticoagulation parentérale. Donc, je termine là, j'ai bien détaillé le traitement, la gestion de traitement pour les patients cardiaques. Je pense que le meilleur traitement reste préventif et on doit se protéger et protéger nos patients. Il faut aussi rester à l'écoute de nos patients. Là, je parle des patients Covid+, mais aussi les patients Covid-. Il ne faut pas les négliger parce qu'on ne doit pas perdre nos patients-là qui ont leur pathologie chronique. Et là, pourquoi pas, c'est l'occasion ou jamais de développer la télémédecine et la téléconsultation. La prise en charge de nos patients aussi en cardiologie nécessite une bonne organisation de la salle de caté et des circuits. La gestion aussi du traitement antiagrégant plaquettaire, traitement anticoagulant, pourquoi pas prolonger la double antiagrégation plaquettaire. Il faut faire attention de l'interaction médicamenteuse et le succès, la clé de notre succès, c'est de s'entraider. Et je vous remercie.